Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Il s'agit du phénomène d'interférence. Donc sachez que les couleurs des animaux sont dues essentiellement à des pigments. En fait, c'est une absorption sélective de radiation lumineuse. Et bien entendu, ça donne la couleur de l'animal, par exemple, ou bien les couleurs de l'animal. Donc, c'est une absorption sélective des radiations lumineuses. Des radiations lumineuses, hein, tout dépend de la composition des pigments. Et cela, bien sûr, donne des couleurs très très variées, hein, selon l'absorption. Voilà, des couleurs variées. Ou bien, les couleurs peuvent provenir aussi du phénomène d'interférence. Vous voyez, c'est un phénomène physique, hein, qu'on va voir aujourd'hui, du phénomène d'interférence. Donc, c'est un phénomène physique, bien entendu, hein, qui permet de donner, par exemple, au plumage d'oiseaux, des couleurs très très variées et des couleurs très très différentes. Voyez. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur ce phénomène-là, et l'exercice, bien sûr, porte sur les couleurs interférentielles des colibris. Vous voyez. Donc les colibris, hein, ce sont une sorte d'oiseaux, hein, qui ont un plumage très coloré et dont la couleur varie selon l'orientation, bien sûr, de l'observation. Vous voyez, donc ils ne gardent pas la même couleur tout le temps. Tout dépend comment on les observe et avec quel angle on les observe. Donc, on va commencer la correction de l'exercice. Sachez que dans l'exercice, on vous donne une formule dans l'exercice. Donc, dans l'exercice, on vous donne une formule de la différence de marche. Différence de marche. Elle est donnée par la formule suivante. Delta, ça c'est delta minuscule. Vous voyez, delta majuscule, c'est comme ça. Là, c'est delta minuscule. Donc, elle est donnée par 2 fois n fois e fois cosinus de r plus lambda sur 2. La longueur d'onde divisée par 2. Sur le schéma de l'exercice, vous avez bien sûr l'angle R, hein, qui est présenté sur le schéma. Vous avez aussi l'épaisseur hein, de la lame, hein, en question. Et sachez que cette lame se trouve dans l'air. Donc, au lieu de faire la correction de l'exercice question par question, je vais prendre un peu de temps pour démontrer cette formule parce que ça peut intéresser certains d'entre vous. Ceux qui ne sont pas intéressés par la démonstration, eh bien, vous allez passer directement à la résolution de l'exercice et à l'application de cette formule tout simplement. Vous allez voir, on va l'appliquer bien sûr dans les questions qui vont suivre. Mais je vais prendre quand même un peu de temps pour la démontrer. Ah, vous allez voir qu'il est basé un petit peu sur la trigonométrie. Vous voyez, sur la trigonométrie, sur les angles. Bon, il y a la loi de Descartes aussi, hein. Donc ça n'est pas compliqué, mais il faut maîtriser un peu la trigonométrie, tout simplement.
Bien, voici le schéma qui va nous servir à faire la démonstration de la différence de marche qui est notée ici. Donc, il s'agit d'une lame d'épaisseur E, d'indice de réfraction petit n, et il est plongé dans un milieu d'indice N0 inférieur à N. Comme ça, on reste dans le cas général, parce que dans l'exercice, normalement, la lame, elle est plongée dans l'air. Donc, juste pour expliquer un peu le schéma, on considère un rayon lumineux incident avec un angle d'incidence I. Une fois arrivé sur le dioptre, il va subir une réfraction d'une part à l'intérieur de la lame et une réflexion sur le premier dioptre. Une fois arrivé sur la base de la lame, au point B, eh bien, il y aura une réflexion dans un premier temps et une réfraction, bien entendu, dans le milieu qui ne m'intéresse pas. Ensuite, arrivé au point C, il y a une réfraction dans le milieu d'indice N0 et une réflexion ici qui n'est pas mentionnée ici parce qu'elle n'a aucun intérêt dans la démonstration. Donc voilà le schéma sur lequel on va se baser pour la démonstration. Donc, au cours de la démonstration, si vous avez besoin de repérer un angle quelconque sur le schéma, hein, c'est bien de revenir sur ce schéma qui est à grande échelle, car lors de la démonstration, j'ai remis le même schéma, mais à petite échelle, vous voyez. Donc voilà le schéma qui va nous servir à la démonstration. Bien, nous allons passer à la démonstration de la formule qui est donnée dans l'exercice. Faites attention, la démonstration n'est pas demandée, mais je vais la faire parce que ça peut intéresser certains d'entre vous. Donc, démonstration de la formule qui donne la différence de marche entre deux ondes lumineuses, donc 2n, E, cos R, plus lambda sur 2. Donc sachez qu'il s'agit ici d'une lame transparente d'indice petit n plongée dans un milieu d'indice n0. Donc sachez que normalement dans l'exercice, la lame elle est plongée dans l'air. Bon là je vais quand même prendre le cas général avec un indice de réfraction n0. Il peut être dans l'eau, il peut être dans l'air, voilà. Bien, la différence de marche, ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie le chemin optique parcouru par une onde. Regardez le rayon, il arrive au point A avec un angle d'incidence I, que j'ai choisi de façon aléatoire. Qu'est-ce qu'il va faire à l'arrivée, bien entendu, sur la surface de la lame, hein, qu'on appelle un dioptre? Donc, il va subir le phénomène de la réfraction. Donc, voilà la réfraction dans la lame d'indice N. Et l'angle de réfraction ici, c'est R. Hein, c'est l'angle qu'on trouve dans la formule. Vous voyez? Une partie se réfléchit, bien entendu, par la surface de la lame. Donc, vous voyez qu'il y a une réflexion et une réfraction sur le premier dioptre. Bien sûr, la réflexion suit les lois de Descartes, hein, c'est-à-dire l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion, en valeur absolue, bien entendu. Ensuite, il se réfracte avec un angle R, et dans ce cas-là, on peut appliquer aussi les lois de Descartes, mais concernant la réfraction dans ce cas-là. On verra ça après. Bien, une fois qu'il arrive au deuxième dioptre, qui est en bas, une partie va se réfracter dans le milieu d'indice N0, ici.
cette partie ne m'intéresse pas, et une partie va se réfléchir, vous voyez, jusqu'au premier dioptre. Là aussi, on suit les lois de Descartes concernant la réflexion de la lumière. Hein, donc vous voyez que l'angle qui est là, donc vous voyez que l'angle qui est là, ici, c'est le même que celui-là, et c'est R. Pourquoi R? Hein, vous avez des angles alternes internes, parce que cette droite elle est parallèle à celle-là, et donc l'angle qui est là, c'est le même que celui-là. Donc ça, c'est à noter. Bien entendu, une fois qu'il arrive au premier dioptre, il va subir une réfraction, parce que là aussi, hein, il change de milieu. Et donc, il sort parallèle au premier rayon qui est réfléchi, vous voyez, à celui-là. Bien sûr, là aussi, il y a une réflexion sur ce dioptre, mais sachez que cette réflexion ne m'intéresse pas dans l'exercice. Donc là, j'ai représenté les rayons lumineux qui vont m'intéresser et qui vont interférer pour produire, bien sûr, le phénomène d'interférence. Donc la différence de marche, ça représente quoi? Ça représente la différence des chemins optiques de ce rayon-là, que je peux appeler le rayon numéro 2, si vous voulez, voilà, 2, et de rayon numéro 1 ici. Donc, comment on note cette différence de marche? Tout simplement par la lettre delta égale. Donc, regardez le rayon numéro 2, déjà, il fait le trajet A, B, C en plus du rayon numéro 1. Donc, il y a déjà le chemin optique A, B, C. On les met entre parenthèses et ça s'appelle le chemin optique. Hein? Bien, maintenant, il sort par ce premier dioptre et l'autre rayon, alors le 1, lui, il fait plus de chemin optique que celui-là à la sortie du dioptre. Et sachez que la loi de Malus, hein, il y a une loi de Malus qui dit que si on a deux rayons parallèles comme ça, voyez, et qu'on trace bien sûr une droite perpendiculaire aux deux rayons, voyez, et bien à partir de cette droite perpendiculaire, les deux ondes ont la même différence de marche. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, on va tracer la perpendiculaire, bien sûr, qui part de C jusque là, vous voyez? Donc, sur cette perpendiculaire aux deux rayons, la différence de marche est la même. Or, en partant de ce dioptre, le rayon 1 a parcouru, bien sûr, cette partie-là, en plus. Donc, je peux ici mettre la lettre D, si vous voulez, hein, pour repérer cette différence de marche. La lettre D, hein, donc c'est cette différence de marche que je vais mettre en vert, voilà. Et l'autre, c'est la différence de marche que je peux mettre, par exemple, en noir, c'est-à-dire que, voilà, je vais mettre que des pointillés comme ça. Donc là, c'est ce qu'a parcouru le 2 en plus par rapport au chemin optique de 1. Et le 1, il a parcouru la partie verte ici, c'est-à-dire AD. Donc la différence de marche maintenant, on a dit que delta égale au chemin optique, hein, correspondant au rayon numéro 2, moins le chemin optique, bien sûr, du rayon numéro 1, c'est-à-dire AD. Donc voilà déjà la première équation qu'il faut écrire.
Sachez qu'un chemin optique, normalement, c'est l'indice de réfraction fois la distance du trajet. Donc ici, je vais noter égal, puisque l'indice de réfraction, c'est n, donc je vais marquer n fois A, B, C, moins N0 fois AD. Voilà, maintenant, vous voyez qu'on est passé du chemin optique à la distance, et bien entendu, il faut multiplier par l'indice de réfraction. Bien, le trajet ABC. Sachez que le trajet, la distance AB est égale à la distance BC. Donc je peux écrire ce delta comme étant égal à 2 fois n fois AB au BC, comme on veut. Je vais mettre AB, moins N0 AD. Donc voilà maintenant la différence de marche en fonction de quelques distances représentées sur le schéma. Bon, maintenant, ce que l'on va faire, c'est que on va d'abord établir l'expression de AB, l'expression de AD, et injecter ces deux expressions dans cette différence de marche. Donc sachez que c'est que la trigonométrie qui marche ici. Donc, pour le AB, alors regardez là l'angle qui est là, l'angle de réfraction, si je prends le cosinus de R par exemple, vous voyez, cosinus de R, vous voyez, c'est le côté adjacent, c'est petit e, donc je vais marquer E, divisé par l'hypoténuse, c'est AB, c'est ce que je cherche. Donc vous voyez déjà ici, j'ai déjà la distance AB, vous voyez, donc est égal à E sur cosinus de R. Voilà la première information importante pour moi. Donc, il me reste maintenant à déterminer AD. Donc vous voyez que là aussi, il faut bien observer les angles. Hein? Je vais mettre ici l'angle qui est là en vert. Vous voyez l'angle qui est en vert, hein, je vais le mettre ici. Cet angle-là, en fait, c'est pi sur 2 moins i. Vous voyez, pi sur 2, puisque de là à là, c'est 90. Et comme j'ai le i, donc c'est pi sur 2 moins i. Donc, puisque cet angle, c'est pi sur 2 moins i, ça veut dire 90 degrés moins i, hein, si on passe au degré. Ici, c'est un angle droit, ça veut dire 90 degrés. Ben ici, il ne peut s'agir que de l'angle I. Vous voyez, je le mets en rouge, et je mets ici en rouge cet angle-là, parce que je n'ai pas de place ici. Donc, c'est l'angle I. Et notez aussi que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Ça, c'est très important. Donc, l'angle vert ici, c'est pi sur 2. Vous voyez, je vais vous mettre avec les couleurs, comme ça. Plus i, qui est en rouge. Plus pi sur 2, qui est l'angle droit. Donc ça va me donner quoi? Ça se simplifie.
Et donc, ça me donne 2π sur 2, donc ça me donne pi. Et par conséquent, 180 degrés, vous voyez? Donc, notez bien cette phrase-là. Elle est très très utile dans l'optique géométrique et on l'utilise très très souvent dans la résolution d'exercices sur la fibre optique, par exemple, ou sur le réfractomètre, ou sur tout un tas de problèmes en optique. Bien, maintenant que j'ai repéré les angles sur le schéma, eh bien maintenant le problème il est simple, hein, on va passer à utiliser la trigonométrie, hein, tout simplement, soit le cosinus, soit la tangente, soit le sinus. Donc voilà, vous avez les trois fonctions trigonométriques. On va voir laquelle va être intéressante dans l'exercice. Donc, remarquez bien que l'angle en vert ici, c'est celui-là, en rouge, c'est celui-là. Bon, maintenant, vous voyez, regardez, ce que je cherche, c'est AD. Je cherche à déterminer AD. Donc, je vais agir sur l'angle rouge qui est là. Donc, admettons, je mets cosinus de I. À l'angle rouge, c'est I. Cosinus de I va être égal à quoi? Est égal côté adjacent. Côté adjacent, c'est cette partie-là. C'est DC sur l'hypoténuse, c'est AC. Est-ce que le cosinus est intéressant dans ce cas-là? Il n'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que le DC, là, hein, ce segment qui est là, hein, je ne peux pas le trouver de façon, bien sûr, facile avec les données de l'exercice. Donc, si vous voyez que cette formule n'est pas intéressante, donc je passe au sinus de I. Donc, le sinus de I, c'est-à-dire de cet angle, c'est le côté opposé, donc c'est AD, ça tombe bien, c'est ce que je cherche. Sur l'hypoténuse AC, c'est très bien, de toute façon, je l'ai dans les deux, et que là, je peux la trouver avec soit la tangente, soit le cosinus, soit une fonction trigonométrique. On verra ça après. Donc, cette formule, bien sûr, n'est pas valable. C'est celle-là que je vais utiliser. Donc, AD égale AC fois sinus de I. On peut mettre les parenthèses hein, sur les angles, hein, comme ça, il n'y a pas de confusion. Bien, voilà la deuxième information qui est intéressante. Pourquoi intéressante? Parce que la différence de marche fait appel à la distance AD. Seulement, le AC, je ne la connais pas. Vous voyez, cette distance-là, je ne la connais pas. Donc, comment faire alors? Regardez ici, j'ai divisé la distance AC en deux parties égales. Vous voyez, vous avez le H ici. Donc, en fait, c'est très simple. Vous voyez, regardez, j'ai le R ici. Or, tangente de R. Là, je vais utiliser la tangente. Pourquoi? Parce que c'est côté opposé. C'est AH sur petit e. Puisque le côté opposé, c'est AH, là. Et AH, c'est quoi? C'est AC divisé par 2. Donc, je peux mettre AC divisé par 2 divisé par petit e. Vous voyez? Donc, ça, c'est égal à quoi? C'est égal à AC sur 2e. Donc, AC, que je cherche, est égal 2 fois E fois tangente de R. Donc, vous voyez que là, il suffit de l'injecter dans l'expression de AD. Il faut l'injecter ici.
D'accord? Donc ça va me donner quoi? Je vais le mettre en rouge hein, pour différencier les choses. Donc AD égale 2E sinus de I tangente de R. Donc voilà le passage de là à là. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc voilà, j'ai cette expression-là. Je vais remplacer maintenant le AB et le AD dans l'expression de delta. Donc, il vient delta égale 2n fois E divisé par cos de R moins N0 où je peux mettre 2E N0 sin de I tangente de R. Vous voyez, tout ce qui est là, je l'ai mis là. Le N0 parce que il y avait N0 bien sûr, hein, qui était dans la différence de marche. Bien, voilà l'expression de la différence de marche, mais on n'est pas encore arrivé à la formule qui est donnée. Donc on va continuer un petit peu. Donc regardez un petit peu, je vais vous dire un petit peu la suite de la démonstration. Hein. Donc sachez que depuis le début, hein, on utilisait des fonctions trigonométriques. Hein. La chose la plus importante, bien entendu, c'est de repérer les angles, de savoir un petit peu les lois classiques, bien sûr, de Descartes, à savoir la réflexion, la réfraction, hein, et repérer les angles. Hein. Et notez bien sûr les distances par des points comme ce que je viens de faire, hein, A, B, C, D, H ou bien I, J, K, L, ça, vous êtes libre hein, de faire ce que vous voulez. Et ensuite, bien sûr que depuis le début, je n'ai pas appliqué la loi de Descartes. Donc, vous voyez que la loi de Descartes va aussi nous permettre de simplifier des choses. Donc, sachez que l'expression, bien sûr, elle est donnée ici. Et je vais essayer, bien sûr, d'introduire la loi de Descartes pour simplifier, bien sûr, des choses ici. Bien, donc, loi de Snell-Descartes. Donc, on dit soit la loi de Descartes, soit la loi de Snell-Descartes. Sachez que normalement, il y a deux lois. Si un jour on vous demande rappeler les lois de Descartes pour la réfraction, par exemple, bien entendu, il y a une loi mathématique qui permet de calculer les angles, mais il y a une loi par une seule phrase, à savoir que le rayon réfracté se trouve dans le plan d'incidence. Ça, c'est la première partie des lois de Descartes. Si vous ne dites pas ça, c'est que vous n'avez pas dit toutes les lois de Descartes. C'est-à-dire que le rayon réfracté se trouve dans le plan d'incidence, et le plan d'incidence, il est formé par la normale au dioptre et le rayon incident. Vous voyez que deux vecteurs normalement définissent un plan. Donc sachez que dans mon cas ici, le plan c'est le plan du tableau par exemple. Vous voyez, parce qu'ils sont sur le tableau. Donc, vous voyez que le rayon réfracté, il ne peut être que sur le tableau. Il ne peut pas être comme ça par exemple, vous voyez, vers le haut ou vers le bas. Bon, ça c'est une partie des lois de Descartes. Hein, qui ne va pas nous intéresser ici bien sûr, mais je vous la donne quand même. Et la deuxième partie de la loi, c'est N1 sinus de I1 égale à N2 sinus I2. Donc sachez que quand vous apprenez les lois, vous les apprenez comme ça. Mais après, on adapte les choses. Vous voyez que là, I1 moins GI,
N1 pour moi, c'est N0. Donc, vous voyez, je vais noter N0, sinus de I. Hein, je vais mettre les parenthèses, hein, ils ne sont pas obligatoires, les parenthèses, mais je vais mettre... Voilà, ça c'est égal à quoi? N2, pour moi, c'est N, vous voyez, et sinus de R. Donc, vous voyez que cette loi, il s'écrit comme ça, en adaptant bien sûr les angles et les indices tout simplement. En fait, retenez que tout ce qui se passe dans le milieu 1 égale à tout ce qui se passe dans le milieu 2. Voilà, donc vous voyez que là, le milieu 1, j'ai I, N0, bon, c'est ici. Milieu 2, j'ai N, R, je les mets là. Donc vous êtes obligé de s'adapter aux notations des problèmes dans le cas général. On trouve ça aussi dans les formules de conjugaison des lentilles, vous voyez. Ah, vous voyez, pour les lentilles, pour ceux qui ont fait ça, on vous dit 1 sur OA' moins 1 sur OA, par exemple, comme ça, égale à 1 sur F'. C'est égal à 1 sur F'. Et après, dans le problème, eh bien, le OA' est le noté par exemple A1, le O est le noté par exemple O1, et donc on est obligé d'écrire comme ça, 1 sur O1 A1, moins 1 sur O1 A, égale à 1 sur F'1, c'est la distance focale, elle est notée par F'1. Donc vous voyez qu'il faut toujours s'adapter aux notations. Vous apprenez la formule générale, comme ici ou là, et après vous l'adaptez. Vous dites, tiens, A', c'est l'image, mais dans mon cas, l'image, il est noté comment? Ben, il est noté A1. Si le noté A', vous mettez A'. Si il est noté A2, vous mettez A2. L'origine de la lentille, comment il est noté? O, O1, O2. Eh bien, vous mettez ça ici. Notez ça, c'est très très important. Parce que parfois on apprend les formules et quand il s'agit de les appliquer, on est un peu perdu. Donc voilà, je vous ai donné juste une petite, une petite parenthèse sur ça. Hein. Regardez bien N0 sinus de I. Regardez, il est dans la différence de marche ici, vous voyez là. Donc ici, il suffit de le remplacer par N sinus de R, vous voyez. Ça, je le remplace par là. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, delta égale, ça ne change pas, 2 NE sur cos R moins 2 N sinus de R. Vous voyez, sinus de R tangente R. Bien, maintenant, le travail est pratiquement terminé. Or, tangente de R, c'est égal à quoi? C'est égal à sinus de R sur cosinus de R. Donc, je remplace, bien sûr, tangente de R par cette expression ici. Donc, ça me donne delta égale 2NE sur cos de R, ça ne change pas, moins 2EN sinus de R, sinus de R sur cosinus de R. Bon, maintenant, je peux mettre 2NE sur cos R en facteur. Donc, delta égale à 2NE sur cos R, facteur de 1, moins sin carré de R.
Donc, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme formule ici? Il faut utiliser la formule, je vais l'écrire ici, sin carré de R plus cos carré de R égale à 1. Vous voyez? Donc 1 moins sin carré de R égale à cos carré de R. Donc, égale 2 n E sur cos R fois cos carré de R. Et ça va me donner 2 n E cos R. Donc, qu'est-ce que je viens de trouver? Je viens de trouver que delta égale 2 n E cos R. Vous voyez, c'est la première partie de la différence de marche. Et vous allez me dire, oui, mais le lambda sur 2 il n'existe pas là dans la démonstration qu'on vient de faire. Donc sachez que une onde, lorsqu'elle passe d'un milieu moins réfringent, c'est-à-dire l'air par exemple, et qu'elle se réfléchit sur un milieu plus réfringent, c'est-à-dire dont l'indice est supérieur au premier milieu, et bien lorsqu'elle se réfléchit, on dit qu'il y a un déphasage de pi et qui correspond à une différence de marche de lambda sur 2. Donc ça, il faut l'admettre. Hein. Il faut l'admettre, et ça se démontre à partir des équations de Maxwell, et ça, vous avez déjà entendu parler des équations de Maxwell qui relient le champ électrique, le champ magnétique d'une onde électromagnétique, c'est très bien. Sachez qu'une onde, lorsque elle arrive d'un milieu moins réfringent et qu'elle se réfléchit sur un milieu plus réfringent, comme dans ce cas-là, vous voyez, moins réfringent, plus réfringent, ça a un rapport avec l'indice de réfraction, vous voyez? Hein, plus réfringent, ça veut dire l'indice est supérieur, moins réfringent, ça veut dire inférieur. Ici, on suppose que N0 est inférieur à N. Je vais le mettre là, N0 inférieur à N. Donc, il y a un déphasage de pi, hein, c'est-à-dire que si l'onde arrive avec... c'est-à-dire, elle arrive comme ça, elle va repartir comme ça, vous voyez? C'est-à-dire, elle va être inversée, si vous voulez, vous voyez? Donc ça, il faut l'admettre ici, et on aura démontré, bien sûr, la formule qui est donnée, et vous voyez que ça demande quand même un peu de travail mathématique, mais c'est un travail mathématique qui n'est pas vraiment compliqué. Vous voyez, si on suit un petit peu les règles et qu'on démontre cette loi une seule fois, eh ben, on peut le faire à chaque fois sans aucun problème. Donc sachez que pourquoi j'ai démontré cette loi, ça peut intéresser certains d'entre vous, et surtout ceux qui vont travailler sur l'interféromètre de Michelson, vous voyez? L'interféromètre de Michelson, hein, il y a une lame qu'on appelle une lame d'air, etc., et où se produit bien sûr le phénomène d'interférence, et où cette formule est intéressante bien sûr pour la compréhension des interférences sur Michelson. Mais sachez que ceux qui font ça, bon ça, on ne trouve pas ça dans un lycée, sauf dans les classes prépa, bien sûr, hein, on fait ça dans les classes prépa, vous voyez. Mais on ne le fait pas au niveau lycée, à l'université aussi, hein, quand on travaille sur l'optique, sur les interférences, ben, ils ont l'interféromètre Michelson, vous voyez. Mais je ne vais pas entrer dans ce détail-là, c'est juste une petite parenthèse hein, que je fais ici, hein, parce que ça concerne ça aussi. Donc, voilà la démonstration qui n'a pas été demandée encore une nouvelle fois et que j'ai faite pour certains d'entre vous. Bon, maintenant, on va attaquer l'exercice. Sachez juste une chose, notez-le bien aussi,
regardez dans la formule de la différence de marche, vous voyez, de la différence de marche, j'ai pas le N0 qui est là. Vous voyez, le N0. Mais faites très très attention. En fait, le N0, bien entendu, plus N0 est différent, plus le rayon R est différent. Bien entendu, d'après les lois de Descartes. Vous voyez? Et plus le I est différent, plus le R aussi est différent. Donc sachez que là, il y a une influence de, je vais le noter juste ici, de N0 et de I, mais ils sont cachés un petit peu. Vous voyez, cachés dans quoi? Cachés dans R, parce que le R dépend de I et dépend de N0. Vous voyez, regardez d'après l'équation de Descartes. Ah, juste pour attirer votre attention sur ça. Il ne faut pas dire, ah oui, la différence de marche, donc elle ne dépend pas de N0, et par conséquent, voilà, il sera le même pour n'importe quel milieu d'indice N0. Non, c'est faux. Hein, c'est la lame, elle est dans l'air, par exemple, N0 égale à 1, R va avoir une valeur. C'est la lame, elle est dans l'eau, N0 va avoir une autre valeur, hein, 1,33, l'indice de réfraction de l'eau, et donc R va avoir une valeur différente. Et donc ici, la différence de marche va être différente. Bien, on va attaquer maintenant l'exercice, hein, il est question. Hein, vous allez voir, les questions, ils ne sont pas compliquées. Bien, pour la question numéro 1, Q1, quelle est la condition que doit vérifier, bien sûr, delta, pour avoir des interférences constructives, ça c'est très très important, interférences constructives ou interférences destructives. Bien entendu, je vais vous rappeler les règles que vous avez déjà vues en cours, et après, on va les appliquer dans l'exercice. Il faut savoir que des interférences constructives, d'abord je vais parler que d'interférences constructives et après destructives. Interférences constructives. En fait, tout d'abord, il faut que les ondes arrivent en phase. Voilà. Constructive, mais je vais noter quand même entre parenthèses le maximum d'intensité. Ça c'est important parce que maximum d'intensité lumineuse. Si on parle de la lumière, maximum d'intensité, hein, parce qu'ils peuvent donner une intensité lumineuse tout en n'étant pas en phase. Vous voyez? C'est pour cela que je préfère mettre ça, parce que les lois qu'on va voir reposent sur ça. Donc, onde en phase. Onde en phase. Ah, en phase, bien entendu, hein, si l'onde en un point M arrive comme ça, l'autre, elle arrive comme ça, pareil. C'est-à-dire le maximum, elle est en dessous du maximum, minimum, minimum, maximum, maximum. Vous voyez? C'est ça ce que ça veut dire en phase. Et dans ce cas-là, on dit que la différence de marche doit être un nombre entier de la longueur d'onde. Sachant que K, c'est un nombre entier qui peut prendre et moins 1, moins 2, jusqu'à, bien sûr, moins l'infini. En fait, c'est un nombre entier relatif. C'est un nombre entier relatif. Voyez? Donc, je vais le noter ici. La différence de marche
est un multiple entier de lambda. Donc ça veut dire que c'est les ondes en un point m de l'écran. Sachez que, voilà, en un point m de l'écran sont décalées de lambda, et bien les interférences seront constructives. 2 lambda, pareil. Moins lambda, pareil aussi. Ça, vous l'avez fait dans les interférences avec les fonds de Young. Hein, je vais faire ici. Vous voyez, vous l'avez fait avec les fentes de Young. Hein, vous avez un faisceau laser qui arrive comme ça. Ici, vous avez une diffraction par la première fente, diffraction par la deuxième. Hein, et sur l'écran ici, vous avez une zone d'interférence. C'est la zone commune aux deux faisceaux, ici. Et en un point M, si les deux ondes arrivent avec un décalage, avec une différence de marche égale à lambda, 2 lambda, moins lambda, etc., eh bien, on va avoir une frange brillante ici. Vous voyez? Donc, frange brillante, c'est pareil, d'accord? Delta doit être un nombre entier de la longueur d'onde, en un point M de l'écran. Hein, ceux qui ont fait l'expérience, ça doit vous rappeler quelque chose. Bien, mais dans certains livres, regardez, delta égale à k lambda. Bon, ça, c'est ce qu'on a vu. Si vous apprenez ça, c'est très très bien. Vous voyez? Regardez. Ça, c'est très très bien. Mais dans certains livres, vous trouvez la chose suivante. Vous voyez, regardez, là, la formule que je vous ai donnée, elle est là. Si je multiplie par 2 et je divise par 2, vous voyez, la relation ne change pas. Seulement, là, maintenant, on va dire 2k, je mets ça entre parenthèses, fois lambda sur 2. Ici, j'ai dit est un multiple entier. Vous voyez, est un multiple entier de lambda. Si vous travaillez sur cette formule-là, ça veut dire que vous allez travailler sur lambda sur 2. Si lambda vaut 600 nanomètres, vous divisez 600 par 2, ça donne 300. Dans ce cas, on dit que delta est un nombre pair de lambda sur 2. Vous voyez, attention, de lambda sur 2. Donc, soit un nombre entier de lambda, si on travaille que sur lambda, mais si vous travaillez sur lambda sur 2, il faut que le nombre qui est là soit pair. Vous voyez? Or là, il faut que le nombre soit juste un entier. Vous voyez? Donc ça vient bien sûr de la multiplication et de la division par 2 tout simplement. Et pourquoi je vous donne cette règle aussi, c'est parce que vous risquez de la trouver dans certains livres. Et si on vous donne que celle-là, ben, vous n'allez pas comprendre un peu, peut-être, la relation entre les deux. Donc c'est bien de les avoir en tête. Ça, c'est pour les interférences constructives. Donc retenez... et pour le maximum d'intensité, c'est bien de rajouter ça aussi. Hein, parce que si les deux ondes sont légèrement décalées l'une par rapport à l'autre, eh bien, on aura aussi de la lumière, mais pas le maximum d'intensité. Vous voyez, le maximum, c'est lorsque vraiment, si on rentre celle-là dans une dans l'autre, les deux ondes, ben, ils vont bien se superposer, vous voyez. Donc ça, onde en phase, c'est important. La formule, c'est pour les calculs et la vérification. On va le voir dans l'exercice. Et puis cette relation complémentaire que vous devez savoir aussi. Bien, juste pour mettre en évidence un peu de façon un petit peu visuelle, un peu, ce que je viens de dire.
J'ai fabriqué avec un fil électrique, hein, deux ondes comme ça. Donc vous voyez que lorsqu'elles sont en phase, ça veut dire superposition, vous voyez comme ça. Vous voyez, ça c'est le maximum d'intensité. Et vous voyez que là, par exemple, c'est delta égale à 0. Delta égale à 0, parce que K, regardez, delta égale à K fois lambda. Donc sachez que K peut prendre 0, 1, 2, etc. des nombres entiers relatifs. Moins 1, moins 2. Donc c'est entier relatif. Voilà, entier relatif. Donc c'est, admettons K égale à 0. Je suis dans ce cas-là. Les deux ondes arrivent comme ça, par exemple. Ça veut dire quoi, K égale à 1? Donc il faut qu'il soit décalé de lambda. Donc sachez que lambda, c'est d'un maximum à un maximum, vous voyez? Donc, si je décale l'onde qui est jaune de lambda, je vais retrouver encore les deux ondes en phase. Vous voyez, regardez. Vous voyez? Là, 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 là. Vous voyez? Vous voyez, ils se retrouvent en phase. Ça, c'est K égale à 1. De là à là, c'est lambda. Donc, si je prends 2 lambda, vous voyez, regardez, 2 lambda, ça veut dire que ce sommet va venir là. Donc, vous voyez, regardez. Ah, je vais prendre ça comme ça. Je la déplace, hop. Vous voyez? Et se retrouve en phase. Donc, vous avez compris un petit peu cette formule-là, vous voyez? À chaque fois qu'il y a un décalage d'un nombre entier de lambda, on retrouve toujours, vous voyez, les ondes en phase. Ça, si je vais vers la droite. Si je vais vers la gauche, ben c'est pareil, vous voyez, c'est pour cela qu'il y a moins 1, moins 2. Vous voyez? Regardez. Voilà, c'est pareil. Donc voilà le maximum d'intensité pour des interférences constructives. Bon, maintenant, on va voir les interférences destructives. Donc, interférence destructive. Donc, ça veut dire quoi destructive? Ça veut dire que lorsqu'on va additionner les deux ondes, on va trouver soit l'obscurité, soit le minimum d'intensité. Je vais marquer l'obscurité pour rester mais vraiment sur deux ondes cohérentes, c'est-à-dire que les interférences se font de façon totale, parce que parfois on obtient un minimum d'intensité, mais pas l'obscurité totale. Tout à l'heure, j'ai parlé du maximum d'intensité. Là, je peux parler de l'obscurité, mais si vous préférez, je vais mettre aussi minimum d'intensité. Mais minimum d'intensité, c'est un peu vague, vous voyez? Un peu vague. Pourquoi l'obscurité? Dans ce cas-là, on dit que les ondes sont en opposition de phase. Donc ça, c'est important à savoir. Opposition de phase. Tout à l'heure, ils étaient en phase. Retenez les mots-clés, hein, parce que parfois on demande dans des questions d'écrire, bien sûr, les ondes. Ça veut dire est-ce qu'ils sont en phase ou en opposition de phase. Parfois, on n'arrive pas à expliquer les choses par des mots clairs et qui ont un sens, vous voyez? Sont en opposition de phase. Donc si on ne dit pas ça, c'est que c'est faux. Voilà, opposition de phase. Donc ça veut dire quoi, opposition de phase? Ça veut dire que l'onde, elle arrive comme ça, on a un point M, vous voyez, regardez, si je mets ça comme ça, et l'autre, il arrive en opposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a inversion de la phase. Vous voyez, celle-là, elle est max ici, elle va être minimum. Celle-là, elle est minimum, elle va être maximum. Etc., etc. Vous voyez? Donc,
Sachez que ces ondes, bien sûr, la représentation, c'est par le champ électrique. On ne le met pas en évidence, mais là, je vais le représenter que là. Et ici, ça va vers le bas. En fait, c'est comme si vous faites l'addition de deux vecteurs qui sont opposés. Vous voyez, celui-là va vers le haut, celui-là vers le bas. Et donc, si je mets l'addition, je vais trouver 0. Donc, si vous mettez l'addition, cette onde plus celle-là, égale, ça va donner 0. Ça veut dire l'obscurité, vous voyez? Donc, voilà pourquoi on dit opposition de phase. Donc ça, c'est la première chose à savoir dans les interférences disruptives. Et sachez juste une petite chose que je vais vous donner là aussi. Parfois, dans le phénomène d'interférence et de diffraction, on vous demande quel aspect de la lumière montre les interférences. Vous voyez que la lumière a deux aspects. Vous voyez, ondulatoire, ça veut dire une onde, et corpusculaire, ça veut dire des photons. Vous voyez, la lumière a ces deux aspects-là. Et souvent, dans le phénomène d'interférence et de diffraction, on vous demande quelle est la nature de la lumière que montre ou que démontre les interférences ou bien la diffraction. Hein, c'est pareil. Bon, là, on est en train de faire les interférences, mais sachez que derrière les interférences se cache toujours le phénomène de diffraction. Eh bien, vous voyez que là, pour expliquer bien sûr l'obscurité, j'étais obligé de dessiner une onde. Sinon, j'aurais pas pu expliquer pourquoi, vous voyez, pourquoi de la lumière plus de la lumière donne de l'obscurité, vous voyez. C'est quand même, pour comprendre ça, c'est très très difficile. Hein. Vous dites à quelqu'un, est-ce que vous savez que si on met la lumière et qu'on additionne une autre lumière sur cette lumière, on peut obtenir l'obscurité? Ben, il va vous dire, non, c'est pas possible. Normalement, l'intensité doit augmenter. Or, dans certains cas, bien entendu, hein, il y a des conditions à cela. Attention, il y a des conditions à cela. Et si les conditions sont respectées, je peux vous les rappeler rapidement. Parmi les conditions, bien sûr, pour la réalisation des interférences, hein, vous avez les conditions suivantes. Il faut que les deux sources soient synchrones, c'est-à-dire qu'ils aient la même fréquence. Il faut que les deux sources soient cohérentes. C'est une cohérence, bien sûr, des ondes, c'est-à-dire que les ondes sont pratiquement produites par les mêmes atomes, etc. Vous voyez, c'est très très compliqué, il y a pas mal de conditions, même en plus de cela, hein, de ce que je viens de dire, mais sachez qu'il y a des conditions quand même, hein, pour dire que la lumière, plus de la lumière, donne de l'obscurité. Si vous prenez deux phares de voiture, par exemple, ou deux sources lumineuses chez vous, eh bien, si vous les mettez l'une... la lumière de l'une sur la lumière de l'autre, ben, vous n'allez pas obtenir, bien sûr, l'obscurité. Donc voilà, faites attention à cela. Il y a des conditions, mais on peut y arriver. Voyez? Et pour expliquer ça, on est obligé de représenter, bien sûr, la lumière en tant qu'onde. Voyez, comme ce que je viens de faire ici. Donc, les interférences, bien sûr, elles montrent la nature ondulatoire de la lumière. Voilà. Si on vous demande ça, c'est que c'est la nature ondulatoire que met en évidence le phénomène d'interférence ou bien le phénomène de diffraction aussi. Donc vous voyez que je fais la résolution d'une question, mais je vous donne quand même quelques rappels autour de toutes les notions, bien sûr, qu'on est en train de faire, parce que c'est important et ça fait par la même occasion une petite révision aussi de cours. Donc, qu'est-ce que je viens de dire ici? Pour continuer bien sûr la question, je viens de dire que les interférences destructives, bien sûr, les ondes sont en opposition de phase. Et là, je vais au cas limite, hein, de l'obscurité.
D'accord? Donc voilà le schéma de cela. Maintenant, quelle est la formule mathématique, bien sûr, qui explique ça? Donc, quelle est la relation mathématique? Eh bien, il faut que la différence de marche soit écrite de cette façon-là. Je vais vous l'expliquer. K plus 1 demi fois lambda. En fait, on dit qu'il faut que delta soit un nombre demi-entier de lambda. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous voyez, avec K, bien entendu, avec K, un nombre relatif, hein, qui vaut 0, 1, 2, etc., etc., moins 1, moins 2, etc., etc. Donc c'est un nombre relatif. Bien, une fois qu'on a dit ça, donc sachez que si K égale à 0, et bien delta égale à 0,5 fois lambda. Si K égale à 1, c'est 1,5 fois lambda. Si K égale à 2, 2,5 fois lambda, etc., etc. Hein? Ou moins 0,5 lambda, moins 1,5. Donc ces nombres-là, on les appelle des nombres demi-entiers. Pourquoi? Parce que c'est un entier, virgule, bien sûr, la moitié. Il y a certains livres aussi qui disent c'est un nombre entier auquel on additionne 0,5 par exemple. Vous voyez? Donc voilà pour cette formule. Maintenant, si on doit la transformer comme ce qu'on a fait pour l'autre, eh bien, je multiplie ici par, vous voyez, regardez, delta égale K plus 1 demi fois lambda. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut, si je divise lambda par 2, ça veut dire que je travaille sur la moitié de lambda au lieu de lambda. Eh bien, je multiplie là aussi par 2. Et si je multiplie ici par 2, ça va me donner quoi? Ça va me donner 2K plus 1 fois lambda sur 2. Donc vous voyez que delta, maintenant, est un nombre impair de lambda sur 2. Donc delta, nombre impair. Tout à l'heure, c'était pair, vous voyez? 2, attention, pas de lambda sur 2. À chaque fois, vous divisez lambda par 2 et vous travaillez sur pair impair. Si vous ne divisez pas lambda par 2, eh bien, vous travaillez sur entier, demi-entier. Donc voilà les relations pour que les interférences, bien sûr, soient destructives, hein, et au cas limite, l'obscurité, vous voyez? Bien, juste pour résumer un petit peu tout ça, on a trouvé que delta égale à K lambda, ou delta égale à 2K fois lambda sur 2. Attention, vous apprenez que la première, c'est là, découle de la première. Ici, on a trouvé que delta égale K plus 1 demi de lambda, ou bien delta égale à 2K plus 1 lambda sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Delta multiple nombre entier, un nombre entier de lambda. Ça veut dire 1 lambda, 2 lambda, 0 lambda, moins 5 lambda. Ici, delta, nombre pair de lambda sur 2. Ici, delta, nombre demi entier de lambda. Et là, delta, nombre impair de lambda sur 2. Faites attention à ça. Voilà un petit résumé un petit peu de la question numéro 1. Je vais juste vous la montrer. Bien, je vais vous montrer ça avec les représentations que j'ai.
vous voyez, regardez là, ils sont en phase. Donc si je veux en opposition de phase, regardez lambda, ça va de là jusque là. Donc il faut que je fasse lambda sur 2. Il faut que je sois ici, vous voyez? Donc voilà la première, vous voyez, comme ça, là. Donc vous voyez que là, ça plus ça égale à 0, vous voyez? Et si maintenant je veux avoir la même chose ici, hein, il faut aller, bien entendu, regardez, là, 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 jusque là, vous voyez? C'est-à-dire 1,5 lambda. Et donc vous voyez que lorsque les ondes, bien sûr, sont en opposition de phase, eh bien, ils se neutralisent et ils donnent soit le minimum d'intensité, soit l'obscurité. Tout dépend, bien sûr, des sources qu'on a dans l'expérience. Bien, pour la question numéro 2 maintenant, hein, maintenant on va faire l'application tout simplement. On vous donne R égale à 20 degrés. Voilà. On vous donne, bien entendu, l'indice de réfraction du rouge, c'est-à-dire de la radiation rouge, c'est 1,33. L'indice de radiation violette, c'est 1,34. Voilà. Et on vous demande, vérifier par le calcul, que les interférences des deux rayons sont constructives pour la radiation rouge et destructives pour la radiation violette. Donc sachez qu'on vous donne bien sûr les longueurs d'onde des deux radiations. On vous donne lambda R 750 nanomètres et lambda radiation violette ou de violet, c'est 380 nanomètres. Bien, je vais juste vous montrer comment répondre à cette question. Sachez que on a trouvé que delta égale à 2 n e cos r plus lambda sur 2, qui est dû à la réflexion, bien sûr, que j'ai expliqué tout à l'heure. Vous voyez? Eh bien, il suffit de faire l'application numérique, ça veut dire calculer delta R, calculer delta du violet, d'accord? Et vous voyez que on a delta égale à k lambda pour les interférences constructives et les interférences destructives, delta égale à k plus 1 demi de lambda. Bon, je vais travailler sur ces deux formules-là. Sachez que, normalement, on calcule delta R et delta V. Et je connais la longueur d'onde, lambda R et lambda V. En fait, c'est comme si, vous voyez, parce que moi, je ne sais pas si je vais utiliser celle-là ou celle-là, mais en fait, vous faites comme ça, vous voyez. Vous avez delta du rouge égal. Et là, je mets lambda rouge. Et en fait, ici, j'ai une boîte. Boîte, vous voyez, ça c'est multiplié. Dans laquelle il y a un nombre que je ne connais pas et que je dois déterminer, vous voyez. Donc, une fois que j'ai cette boîte-là, je vais mettre nombre comme ça. C'est égal à quoi? Alors, cette boîte, c'est égal à delta R que je connais sur lambda R que je connais aussi. Si je trouve nombre entier, donc interférence constructive.
Si ce nombre, je le trouve demi-entier, ça veut dire virgule 5, eh bien c'est interférence destructive. Voilà la méthode que je vais appliquer ici, vous voyez. Et sachez quand ils sont destructives, hein, ils vont faire en sorte à ce que vous trouvez un nombre entier, virgule 5. Vous voyez? Alors, vous n'allez pas trouver par exemple 3, je sais pas moi, 39, 8. Ben non, ben là, ça, on ne peut pas bien sûr se prononcer sur destructive, constructive, d'après les formules, vous voyez? Hein? Ils vont faire en sorte à ce que vous trouviez 3,5. Peut-être 3,49999, peut-être si on arrondit, etc. Pourquoi pas, mais pas comme ça, vous voyez. Donc, on va appliquer ça tout simplement sur la lumière rouge, sur la lumière qui représente le violet, et puis on va bien sûr répondre à la question. Delta rouge égale. Donc c'est 2 n rouge E cos de R plus lambda rouge divisé par 2. Donc, application numérique. Donc, delta R égale 2 fois 1,33 fois 0,15 fois 10 moins 6 fois cosinus de 20 plus 750 10 moins 9 divisé par 2. Bien sûr, la remarque importante ici, notez-le, à chaque fois qu'on passe à une application numérique, on vérifie, bien sûr, les unités. Ça, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'on vous donne l'épaisseur en micromètre. Vous voyez qui est là, que j'ai converti en mètre. On vous donne la longueur d'onde en nanomètres, que j'ai converti en mètres. Donc, si vous faites l'application numérique, je garde les micromètres, je garde les nanomètres et je calcule, et bien évidemment, on trouvera un résultat faux. Donc, faites très très attention aux conversions. Donc, ça, c'est le problème majeur, bien sûr, dans les examens, dans les concours, hein, ce sont les conversions d'unités qu'on oublie de faire et par conséquent, on fait des calculs, bien sûr, qui sont faux et qui ne répondent pas à la question qui est posée. Notez-le, attention aux unités et attention, bien sûr, aux conversions, c'est nécessaire de les faire, vous voyez. Parce que là, vous allez me dire, ouais, on a converti en mètres, mais vous pouvez convertir en micromètre si vous voulez. En fait, il faut que l'unité soit identique à tous les termes. Vous voyez, ça c'est un terme, ça. Et tout ça c'est un autre terme, vous voyez. Donc si vous avez micromètre plus nanomètre, eh bien on ne peut pas faire l'addition déjà, vous voyez. Ah, vous voyez, c'est comme si vous avez 2 tomates plus 2 carottes, voilà, et je vous demande quel est le total de cette addition-là. Eh bien, on ne peut pas la faire, puisque hein, je n'ai pas le même terme là et là, vous voyez. Donc, on ne peut pas additionner deux termes qui ont des unités différentes, ou plusieurs termes, hein. Ça c'est... D'accord? Bien, ça c'est la remarque importante qu'il faut noter.
parce que on prend la calculatrice et on fait les calculs. Donc ce sont ces remarques-là qu'il faut bien noter et ne jamais oublier, vous voyez. Il faut toujours se poser la question, je vais calculer quelles sont les unités que je dois prendre. Est-ce que directement les unités de l'exercice, ou est-ce qu'il y a un piège derrière le calcul où je dois convertir une grandeur physique dans la formule, par exemple, voyez? Donc voilà, bon, maintenant que j'ai bien sûr posé l'opération, une deuxième remarque, bon, elle n'est pas compliquée, cosinus de 20 degrés, vous voyez, vous prenez la calculatrice, elle est sur les radians, parce que vous avez fait des mathématiques avant, parce que il a été déréglé, parce que... Et on va trouver un résultat faux aussi. Donc, pensez à régler les calculatrices sur les degrés quand on fait de l'optique, par exemple. Vous voyez les lois de Descartes ou ce problème-là. Ok? Bien, maintenant, tout calcul fait, on trouve delta R. Je vais vous donner le résultat. On trouve 7,5 fois 10 puissance moins 7 mètres. Donc, ça donne quoi en nanomètres? Ça donne 750 nanomètres. Pourquoi je convertis en nanomètres? C'est parce que la longueur d'onde, elle est donnée en nanomètres. Bien, donc, delta R maintenant divisé par lambda R, donc est égal à 750 divisé par 750, donc est égal à 1. Donc, delta R égale à 1 fois lambda R. Le 1, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Là, je le mets pour vous dire que c'est de la même forme que K fois lambda R avec K égale à 1. Vous voyez? Donc, c'est constructive. C'est la question qui est posée. Ce sont des interférences constructives pour la lumière rouge. Maintenant, c'est la même remarque que je peux faire pour le violet. Je vais passer rapidement maintenant à faire le calcul. D'accord? Delta V égale 2 NVE cos de R plus lambda V sur 2. Application numérique. Delta V égale à 2 fois 1,34 fois, bien entendu, 0,15, c'est l'épaisseur qui est donnée en micromètre qu'il faut convertir en mètres, fois cosinus de 20 degrés, plus 380 divisé par 2. Donc, tout calcul fait, on trouve 5,7 fois 10 puissance moins 7 mètres. Et ça, c'est 570 nanomètres. Donc, maintenant que j'ai delta V et lambda V, je divise delta V par lambda V. Donc, delta V égale 1,5 fois lambda V. Donc, vous voyez que c'est un nombre demi-entier. Vous voyez, donc c'est de la forme delta V égale, voyez, regardez, 1 plus 1 demi fois lambda V. Vous voyez, le K égale à 1 ici. Donc, c'est de la forme delta V égale à K plus 1 demi fois lambda V. Donc K ici égale à 1, et par conséquent, il s'agit d'interférences destructives pour le violet. Voilà comment déterminer, bien sûr, si les interférences sont constructives, destructives, etc. Il suffit de calculer la différence de marche et de le diviser par la longueur d'onde et trouver le nombre
Si ce nombre est un demi-entier, c'est destructif. Si c'est un nombre entier, c'est constructif. Et vous pouvez utiliser l'autre méthode, à savoir lambda sur 2. Bien, pour la question maintenant numéro 3, on vous demande, supposons que les interférences des rayons lumineux violets soient constructives. Déterminez l'angle R qui va correspondre à ces interférences. Donc, la question n'est pas compliquée, on part toujours de la définition de NVE cos R plus lambda V sur 2. Vous voyez? Bien, l'inconnu du problème sera le cosinus de R. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut isoler le cosinus de R. Donc, delta, la différence de marche du violet moins lambda V sur 2 égale à 2NVE cos de R. Donc, cosinus de R égale, est égal la différence de marche du violet moins lambda V sur 2 divisé par 2NVE. Vous voyez, donc voilà l'expression du cosinus. Seulement, quelle est l'expression de delta de V? Puisqu'on cherche des interférences constructives, on va noter cos de R comme étant delta V, on va noter K fois lambda V. Ça, c'est la définition, bien sûr, de delta, hein, quand les interférences sont constructives, moins lambda de V sur 2 N V fois E. Donc voilà l'expression, bien sûr, qui va nous permettre de calculer R. Alors, je connais lambda de V, je connais l'épaisseur, je connais l'indice de réfraction, mais je ne connais pas le K. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre K égale à 1, par exemple. Donc, K égale à 1. Et puis, je calcule, hein, donc K égale à 1, j'ai cosinus de R égale, et je remplace, vous voyez? Hein, donc, j'ai lambda de V. Hein, donc, je peux mettre lambda de V en facteur, donc j'ai 380, par exemple. 1 moins 0,5, ça veut dire 0,5, vous voyez? Sur 2 fois 1, 34, fois 0,15, 10 moins 6. Donc ça va me donner, bien entendu, 0, tout calcul fait, 0,473. Bien, tout calcul fait, on trouve cos de R à peu près 0,473 et donc petit r à peu près 62 degrés. Si on prend par exemple k égale à 2, on va trouver que cos de r est supérieur à 1 dans les calculs, et donc ce qui est impossible. Pourquoi? Eh bien parce que un cosinus ou un sinus d'un angle, il est borné, et il a pour valeur, bien sûr, ces valeurs sont comprises entre moins 1 et 1. Donc voilà la réponse à la question numéro 3. Hein, donc, quel est le bilan, bien sûr, de la question? C'est il fallait isoler le cosinus de R et tout simplement faire l'application numérique en prenant, bien sûr, des valeurs particulières du paramètre K qui est dans la formule. Vous voyez l'anti-K qui est un entier relatif. Donc voilà pour la question 3.
Bien, pour la dernière question, on vous demande est-ce que la couleur dépend de l'angle d'incidence I? Donc la couleur dépend-elle de I? Donc sachez que tout part de la loi de Descartes. Donc, loi de Descartes, ou Snell-Descartes, hein, c'est NR, donc l'air c'est égal à 1, mais je vais le noter quand même, NR, sinus de I, égale à N, sinus de R. Donc vous voyez que lorsque I augmente, R augmente aussi. Vous voyez, d'après la loi de Descartes. Et si R augmente, eh bien delta varie aussi, puisque la différence de marche dépend de R. Donc delta change. Pourquoi? Parce que delta, je rappelle l'expression de NE cos R plus lambda sur 2. Vous voyez que ça dépend bien sûr de R. Donc la différence de marche change et la longueur d'onde pour laquelle il y a interférence constructive, change aussi. Donc, vous voyez que tout dépend bien sûr de l'inclinaison de la lame, ou bien de la plume, ou des plumes de l'oiseau, tout dépend de l'inclinaison, on va voir des couleurs différentes. Pourquoi? Parce que, bien sûr, que I change, R change, la différence de marche, par conséquent, change aussi, et donc les longueurs d'onde changent. Donc, lorsque I est modifié, ça veut dire change de valeur, la couleur observée change aussi. La couleur observée change aussi. Couleur interférentielle, ça veut dire qui est due aux interférences. Couleur interférentielle change avec I, c'est-à-dire l'angle sur lequel on observe les plumes de l'oiseau. Par contre, une couleur pigmentaire qui est due au pigment est toujours identique quel que soit I. Quel que soit I. Donc vous voyez que si vous observez une couleur, par exemple, d'un animal, si sa couleur ne change pas avec l'orientation, bien sûr, de l'angle d'incidence I, eh bien, sachez que la couleur, elle est pigmentaire, elle est due à des pigments qui sont sur la peau de l'animal ou sur les plumes de l'animal. Si par contre la couleur change
lorsque le I change, c'est-à-dire lorsque votre position de vision change, hein, ou l'orientation, bien sûr, des plumes par rapport à l'arrivée des rayons lumineux change, eh bien, ça veut dire que la couleur, elle est interférentielle, ça veut dire qu'elle est due au phénomène d'interférence. Donc vous voyez que, voilà, c'est la modification de la couleur des plumes de l'animal ou de l'animal lorsque il y a modification de I, c'est que c'est interférentiel. Si la couleur reste toujours la même, quelle que soit l'orientation de l'animal, quelle que soit bien sûr la valeur de I, eh bien, elle est pigmentaire. Donc ça, c'est intéressant quand même à retenir hein, de l'exercice. Hein. Regardez, je vais vous montrer un petit exemple aussi pour clarifier ça. Sachez que le phénomène dont je viens de parler, vous l'aviez certainement observé. Vous savez, quand on va par exemple dans une station d'essence hein, pour faire prendre du gasoil ou faire le plein à sa voiture, s'il y a quelques taches, bien sûr, sur le sol, si le sol est déjà mouillé et qu'il y a quelques gouttelettes d'essence qui tombent sur la surface du sol, eh bien, on a l'impression de voir des couleurs, si vous voulez, voyez. Eh bien, ces couleurs-là, ils sont dus au phénomène d'interférence. Voyez. Je peux vous citer plein d'exemples. Par exemple, vous faites des bulles de savon, par exemple. Vous voyez les bulles de savon, hein, si vous êtes à l'extérieur, vous allez voir des colorations sur la surface de la bulle. Eh bien ça, c'est dû aussi au phénomène d'interférence. C'est exactement comme ce qu'on est en train de faire ici. Et il y a beaucoup d'exemples, parmi lesquels, voilà, vous voyez, j'ai un CD ici. Vous voyez que l'orientation, bien sûr, du CD, ça veut dire l'angle d'incidence I, vous voyez, montre bien sûr qu'il y a des couleurs différentes. Vous voyez, regardez, je ne vois pas les mêmes couleurs quand c'est comme ça, etc., etc. Vous voyez? Donc ça, c'est exactement pareil aussi que le problème qu'on vient de faire, sauf ici, sachez que le CD, il joue le rôle d'un réseau en optique. Vous voyez, un réseau en optique, hein, je ne vais pas m'étendre là-dessus, là maintenant, mais sachez que c'est comme les réseaux en optique, si quelques-uns ont déjà travaillé sur les réseaux. On appelle ce réseau, c'est un réseau par réflexion. Donc vous voyez que sur la surface du CD, il y a des rainures qu'on ne voit pas, des pistes hein, qui sont en spirale comme ça, vous voyez. Ils sont creusés légèrement, vous voyez. La profondeur est très faible, c'est pour cela qu'on ne la voit pas. Et bien la lumière, quand elle rentre dans ces cavités-là, eh bien il se réfléchit, mais il se réfléchit différemment, hein. Et il y a soit des interférences constructives, soit des interférences destructives. Vous voyez? Donc voilà, c'est comme si vous avez ici les plumes d'un oiseau. Vous voyez, c'est exactement pareil. Donc voilà pour cet exercice. Bon courage et à la prochaine.